Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Brest, j'ai le plaisir d'interviewer Ronan Lemoyle, l'ancien directeur général du Crédit Mutuel et le fondateur du fonds d'investissement Épopée Gestion. Épopée Gestion est un fonds d'investissement basé à Brest qui investit sur des champions régionaux basés dans le Grand Ouest. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Brest ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, un épisode un peu court du fait de nos contraintes de temps, mais qui vont du coup nous permettre d'avoir un concentré pour comprendre ce qu'est un fonds d'investissement, ces fonds d'investissement tant décriés, alors que vous allez voir, on peut, en investissant du capital, être acteur de la transition écologique. C'est parti. Bonjour Ronan. Bonjour Guillaume. Eh bien Ronan Lemoyle, fondateur et DG d'Épopée Gestion. Merci d'être là. On a un financier breton pour nous parler d'investissement en région. Merci d'être chez nous sur Extramuros. Pour démarrer du coup, Ronan, un peu la question classique. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Épopée Gestion? Alors, ce qui m'a amené à créer mon Épopée Gestion, c'est un peu mon parcours d'ailleurs. C'est que moi, je suis quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le monde bancaire. J'y ai travaillé pendant 25 ans. Quand je suis rentré à 23 ans dans un groupe qui s'appelait le groupe Crédit Mutuel de Bretagne à l'époque, qui est devenu le groupe Arkia il y a quelques années, et dans lequel je suis rentré quand j'avais 23 ans, chargé d'études. J'ai fait ensuite du contrôle de gestion. J'ai été directeur technique financier de la compagnie d'assurance de ce groupe qui s'appelle Suravenir. Ouais. J'ai dirigé Fortuneo Bank pendant 5 ans et je suis devenu directeur général de ce groupe bancaire en 2008, de 2008 à 2020, pardon. Donc j'ai piloté ce groupe pendant une douzaine d'années pour en faire un groupe qui soit certes avec un ancrage régional fort, parce que c'est un groupe qui est basé à Brest, son siège, mais en même temps un groupe qui se développe beaucoup à l'extérieur, notamment par le digital. Et ce qui m'a amené à créer Épopée Gestion, quand j'ai quitté Arkia en 2020, c'est justement l'idée qu'il y avait sans doute de très belles choses à faire en région, partant d'un constat qui est notre beau pays France, il a beaucoup d'avantages et beaucoup de qualités, mais il est un peu centralisé, faut pas dire hyper concentré. Et donc l'idée à l'époque avec Charles, quand on s'est associé, Charles Kabelik qui est mon associé, c'est de voir comment on pouvait, grâce à l'investissement, grâce à l'accompagnement des entreprises, comment on pouvait contribuer à dynamiser un territoire, en l'occurrence le Grand Ouest pour nous, puisque c'est le territoire qu'on connaît bien, en lisant l'investissement dans le digital, dans le cap dev, donc les PME, dans l'immobilier et dans l'infrastructure. Voilà un peu comment l'idée est née. Elle est née d'un parcours personnel d'une vingtaine d'années qui m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup de choses à faire en région, qu'il fallait pour ça à la fois du capital et de l'accompagnement opérationnel. Donc t'es passé de la dette au capital, c'est assez rare, non? Oui et non, parce qu'en fait quand on est directeur général d'un groupe bancaire, on fait de la dette, bien sûr, parce que banquier, ça prête, mais on a aussi des filiales qui font du capital investissement. Donc, on avait Arkia et des belles filiales qui font du capital investissement. Et puis, nous-mêmes, on faisait un peu de M&A parce qu'on faisait pas mal d'opérations d'acquisition, de cession d'actifs. Donc, en fait, savoir faire de l'investissement, j'avais déjà fait pas mal avec mes équipes. Donc, c'est un savoir-faire que j'avais pu acquérir. Mais le fait de savoir également ce que c'est qu'une analyse crédit, c'est pas inintéressant quand on fait y compris du capital. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et du coup, quelle est la stratégie d'Épopée Gestion? Au-delà de l'ancrage régional, vous ciblez quoi? En fait, nous, on a une stratégie qui est assez simple. En fait, on se dit qu'on veut aider l'écosystème breton Grand Ouest à grandir. Et pour ça, on veut accompagner les entreprises quand elles se créent, quand elles grandissent dans le digital. Donc, on a une verticale métier digital. On a 2 fonds digitaux pour à peu près 75 millions d'euros. Dans les PME, donc on a un fonds de CapDev qui fait 105 millions d'euros. Dans l'immobilier, on a à peu près 270 millions d'euros sous gestion aujourd'hui, pas mal en sell et leaseback. Et puis dans l'infrastructure, on est en train de lever un fonds en ce moment d'infra qui fera à peu près 300 millions d'euros, sur lequel on fait un premier closing à 100 millions d'euros. Donc l'idée, c'est de trouver des verticales d'investissement qui viennent contribuer directement et indirectement à la dynamique du territoire en question, en créant des boîtes, en les aidant à se créer, à grandir, et en finançant les infrastructures qui leur permettent là aussi de grandir. Donc c'est ça notre stratégie générale, c'est de dire on veut le one-stop shop des entreprises en région, alternative ou complémentaire aux banques. C'est quoi le Grand Ouest, du coup, vu de Brest? Vous allez où? On va jusqu'où? Ah, tu as raison. Le Grand Ouest, en fait, globalement, on part de Normandie
et on va jusqu'à Mhm. Toulouse. Tu vois, c'est, je sais pas, la Ah moitié de la France. d'accord. C'est Ouais, pas c'est loin. en Toute la France, Grande-Bretagne, oui, oui. Ou une toute Bretagne la France. grande. Ouais, ouais, ok. Exactement. Très clair. Alors, avant de parler du coup de l'aval et des cibles et de ce que vous en faites, pour la levée de fonds, ça se fait où? Où est-ce que vous allez lever cet argent? Alors, on a essentiellement deux types d'investisseurs, des instits, des grands institutionneurs que sont les asset managers, les assureurs, les banquiers, et puis des D'accord. entrepreneurs, pas mal d'entrepreneurs du Grand Ouest, une cinquantaine à peu près, qui ont investi Ouais, dans nos fonds des tickets compris entre, on va dire, 100 000 euros et 10 millions d'euros pour le d'accord. plus gros. Ok. Le reste de nos investisseurs, c'est des gens que tu connais bien, hein, qui sont à la Hmm. fois, je vais te donner quelques exemples, hein, Allianz, BPI, MS, CSF, Massif, Carac, Tikeo Capital, Ophi Asset Ouais. Management, bref, des grands institutionnels français qu'on connaît tous, qui cherchent finalement une manière à la fois d'orienter du capital vers des zones qu'elles connaissent Hmm. moins et qui cherchent des équipes qui ont une intimité avec le territoire en question pour être capables de bien développer ce capital. Ouais, bien sûr. Qui est une connaissance fine du terrain. C'est vous recherchez, si tu peux en parler, quel type de retour sur investissement, quel niveau? Alors, ça dépend des stratégies. Alors, sur le digital, on est Hmm. plutôt à chercher soit du 25-30% de TRI, ce qui est assez lié Hmm. au risque inhérent à cette Ouais. classe d'actifs. Sur le cap dev, on va être entre 12 et 14% à peu près. Sur l'immobilier, bon, qui est une classe d'actifs plus protectrice, on a un fonds IMO qui là qui vise et tient toujours d'ailleurs un TRI compris entre 6,5 et 7%. Et Mhm. sur l'infrastructure, tu vas être entre 12 et 13% à peu près. Donc, tu vois, tu as, D'accord. tu as des retours qui vont dépendre de ce qu'on appelle pudiquement le fameux couple rendement risque. Et on voit bien quand je Oui, te bien cite, sûr. Hmm. je te cite le panel de ce qu'on fait, bon, on voit bien que du plus risqué au moins Mhm. risqué, bizarrement, il y a une corrélation assez claire entre le risque et le rendement. Ouais. Et du coup, les durées de détention, c'est quoi à peu près? Vous prévoyez de rester Ouais, combien de temps dans une opération? nous, ce qu'on aime bien, c'est accompagner dans la durée. Donc, on Hmm. fait pas. Alors, il peut y avoir, hein, des opérations dans lesquelles on soit amené. Et on n'a pas eu l'exemple encore à faire une opération en 2-3 ans, mais on est plutôt là pour 5 à 7 ans en moyenne sur les boîtes qu'on accompagne. Sur l'immobilier, c'est des fonds de 10 ans prorogeables. Donc, on est plutôt sur les durées, je qualifierais de moyen-long terme. C'est ça, d'ailleurs. Nous, on a une Mhm. notion bien qui est une notion de capital patient. C'est-à-dire, on veut être à côté des entrepreneurs pour à la fois financer leurs projets au moment où on arrive, mais également pour être capable de les accompagner dans la durée et ne pas juste être là pour aller tirer ou serrer l'éponge le plus fort possible au bout de 3-4 ans. C'est pas vraiment notre vision des choses. On va y venir, évidemment, sur l'image véhiculée par les fonds, qui est, qui est souvent celle du fonds Exactement. prédateur et qui essore les bidas et le rendement des équipes et des entreprises. Ok, très clair. Et du coup, de ce que je comprends, vous n'êtes pas un actionnaire dormant. Vous êtes là très actif à vous impliquer aux côtés de l'équipe dirigeante. Exactement. Alors, on n'est pas on est rarement majoritaire, ça peut nous arriver, mais rarement. Mais pour autant, ce qu'on aime bien, c'est être un fonds que je qualifierais de sparring partner. On aime bien ça. C'est que Mhm, nous, l'idée, c'est sur la stratégie digitale, sur le marketing, sur les RH, sur le recrutement de talents, sur l'export, être capable d'apporter du savoir-faire. Alors, quand ça va bien, bah, bien sûr, parce qu'il s'agit de trouver les débouchés. Quand c'est un peu plus compliqué, là aussi, pour aider les boîtes à sortir un peu d'une mauvaise passe. Donc, on a des équipes pour ça qui sont des investisseurs, des directeurs de participation qui ont une double casquette, à la fois financier et opérationnelle. Et on a deux, trois personnes dans l'entreprise qui ne sont que mobilisées là-dessus, qui sont des gens plutôt très bons dans le digital, très bons dans la strat, et qui passent mhm. leur temps à accompagner les participations. Donc on a vraiment cette notion de fonds accompagnant. Moi j'aime bien cette dimension-là. On dit souvent de fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs. C'est un peu comme ça qu'on se définit. Ouais. Alors concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment ça se passe quand on a un fonds au capital, tu peux nous donner, c'est quoi? Il y a un rendez-vous tous les 3 mois avec quelqu'un qui suit sa participation, qui rencontre l'équipe dirigeante, c'est plus Tu as plusieurs comment choses. ça marche? Tu as déjà les conseils d'administration ou les boards, hein, qu'on les appelle, Mhm, qui vont revenir grosso modo tous les 2 ou 3 mois. Donc tu vas en avoir entre mhm, 4 et 6 par an. Donc ça, c'est les rendez-vous formels. Et puis surtout dans l'intervalle, parce que moi je pense que c'est ce qui est le plus important, hein, les conseils ou les boards sont là pour traiter les sujets formels. Là, tu as toutes les ouais. rencontres que tu peux organiser pour travailler la strat avec le dirigeant, pour l'aider dans sa croissance externe, pour lui trouver des débouchés, des nouveaux contrats signés. Et ça se fait plutôt dans des rendez-vous informels autour d'un café pendant une réunion qui n'est pas une réunion corporate en tant que telle. Donc nous, on essaie de garder ce lien très fort avec nos participations pour justement être là au moment clé, quand elles ont besoin de nous, et pas juste pour revenir relever, entre guillemets, ce que tu évoquais il y a quelques minutes, à savoir, Mhm, même si les bidas de l'entreprise. Et on veut plutôt ouais. aider à construire les bidas et mesurer après. C'est ça qui est important. Mhm.
Non, je te pose la question à dessein parce que moi, je suis aussi un ancien de fonds d'investissement. J'avais bossé chez Carlyle dans une autre vie et pour développer Newton, on est associé avec un autre fonds américain qui est KKR et pour bien connaître ce monde des fonds, j'étais allé chercher une équipe partenaire, sparring partner comme tu dis, plutôt que juste de l'argent. Parce que ça fait bien, parce que t'es content, parce que ça te donne une bouffée d'oxygène à court terme. Mais en fait, si t'as pas un vrai partenaire dans la durée, qui sait te challenger de façon bienveillante et positive, amener de l'exigence et aussi parfois un recul de par leur position, leur réseau ou autre, c'est comme ça, je pense que ça marche bien avec un fonds plutôt que d'avoir soit un contrôleur de gestion qui t'agace, soit quelqu'un qui vient relever les compteurs de temps en temps. Mais dans ces cas-là, en général, ça va pas très loin, quoi. Non, mais bien sûr, tu as raison. Effectivement, faire relever les bidas, les performances économiques et commerciales de l'entreprise, c'est fondamental. Mais nous, on est là pour aider à les construire, ces performances. Alors, c'est pas notre rôle que d'être dans l'opérationnel. Comme tu l'évoquais, Mhm. on est au côté sparring partner. Mais effectivement, on croit qu'il y a beaucoup de valeur à créer une fois que tu as apporté le capital, en étant accompagnant, en trouvant les débouchés, en ouvrant des portes, en challengeant la stratégie du dirigeant de manière bienveillante, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, Mhm. la bienveillance, c'est pas dire, c'est pas le monde des bisounours, hein. Ça veut dire qu'on se dit les choses. Ouais. Mais en même temps, on Tu se peux être dit avec exigeant. partenaires ensemble pour construire une vraie belle stratégie. Ouais, en alignant bien les intérêts sur. Et d'ailleurs, souvent le fait pour aligner les intérêts, faut s'aligner sur la sortie. C'est quoi derrière la sortie en général quand vous sortez du capital, qui rentre en général, c'est le management qui peut reprendre, c'est un autre industriel, ça marche Alors, comment? un des cas de figure, c'est le management peut reprendre. Ça peut être un Hmm. autre industriel. Nous, l'exigence qu'on a, c'est comme on est là pour développer le territoire, on a une exigence très forte sur le fait qu'il ne s'agit pas juste de faire de la fusion et puis de dégager les sièges, entre guillemets, des endroits où il se passerait, mais ça peut être un industriel qui rachète, notamment quand c'est du VC, hein. Il y a pas mal d'industriels qui cherchent des acteurs du digital pour venir compléter leur stratégie Hmm. industrielle. Effectivement, c'est le management, c'est éventuellement un industriel, c'est pourquoi pas, même si c'est pas le cas pour le plus courant, une IPO. En ce moment, c'est moins d'actualité, mais il peut y avoir des sujets de cette nature-là. Donc, une entrée sur le marché boursier. Donc, il y a plusieurs typologies de sorties. Ce qui compte pour nous, c'est de trouver à chaque fois qu'on a une identification d'une sortie, quelque chose qui convienne bien au management. Parce que on ne veut pas construire des solutions de sortie qui ne soient pas, par définition, ça paraît bête à dire, mais c'est fondamental, Hmm. aligner ce que le management veut. Parce que ce qu'on va aussi Bien sûr. vendre, c'est une équipe motivée, Et mobilisée. l'équipe, ben oui, qui est là pour longtemps, Exactement. bien sûr. Bah, ça amène alors désolé pour tous les anglicismes, on va essayer de traduire à chaque fois, mais donc une IPO, c'est une entrée en bourse. Un VC, c'est un venture capitaliste, donc qui met de l'argent quand on est dans une maturité assez risquée de la boîte. Du coup, tu avais oui, c'était ça. C'était, vous êtes dans vous avez quoi comme participation aujourd'hui, peut-être un peu connue pour illustrer aussi ce que vous faites. Dans le digital, on a deux participations qui commencent à être. On a pas mal, hein. On en a une vingtaine, mais on en a deux qui sont un petit peu connues. Une qui s'appelle Shopopop, qui fait la livraison de courses collaborative. Donc l'idée, c'est quoi? Mhm. Tu n'as pas le temps de faire tes courses de ton magasin à grande surface préféré. Ton voisin, lui, il se trouve qu'il y passe une fois par semaine. Là, la liste de courses part dans le magasin, c'est lui qui te rapporte les courses chez toi. Donc c'est une espèce de place de marché avec avec tes voisins pour livrer tes courses. C'est une boîte qui a levé pas mal d'argent l'année dernière, qui a une très belle valo, qui maintenant commence à aller à l'étranger. On a une boîte qui s'appelle Écoterie également, qui fait de la Ouais. reforestation, donc qui fonctionne sur l'idée de décarbonation par la revente d'arbres en B2B essentiellement. C'était Très général bel éventuellement. épisode Extramuros. Voilà, donc On l'a très belle eu, on boîte. l'a eu Extramuros et je fais un peu de teasing puisqu'on est en contact avec Johan pour Show Ah voilà, Pop-Up. donc c'est des très très belles boîtes. Et sinon, CapDev, pour donner deux exemples qui sont totalement différents, on a une boîte à Quimper qui s'appelle Entech qui fait du stockage d'énergie renouvelable. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui est très très pointu sur tout ce qui est ENR, donc énergie nouvelle, Mhm. renouvelable, stockée, gérer l'intermittence du réseau. Et une boîte qui fait de la logistique autrement, mais sans camion, qui s'appelle Leroy Logistique, qui est une très belle boîte basée à Rennes, qui est une Mhm. boîte familiale, comme son nom l'indique au départ, qui est une belle histoire de transmission à l'équipe managériale, et qui est une boîte qui a un développement très très fort, puisque un vrai savoir-faire en optimisation des circuits logistiques, et donc en optimisation des bilans carbone. Voilà deux exemples dans des domaines très différents, Mhm. le CapDev et puis la partie VC. Ah, là, tout ce que tu évoques va quand même dans le bon sens de la décarbonation de notre économie. Euh, vous le voyez comment ce sujet, globalement, de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, de la décarbonation de notre outil capitaliste? En fait, nous, on se dit la chose suivante qui est assez simple, on se dit
il n'y a pas d'impact écologique ou même sociétal, hein, si on veut parler pour moi, les trois dimensions de l'ESG, c'est l'impact économique, l'impact sociétal, l'impact écologique. Il n'y a pas d'impact sociétal et écologique durable s'il n'y a pas de performance économique. Ça, c'est le préalable qu'on met toujours. Donc, on n'oppose pas ces trois dimensions qu'on a parfois tendance, de manière un peu caricaturale, à opposer. Donc, ça, c'est le point de départ. Pour autant, on pense qu'on est dans une phase de transition. Cette phase de transition, elle suppose d'aménager un petit peu les manières dont on pilote pour être sûr qu'on prenne la bonne direction. Et nous, comment est-ce qu'on a fait ça? Bien sûr, en choisissant parfois des thèses d'investissement qui ont plutôt tendance à travailler cette dimension de décarbonation ou d'impact sociétal, mais aussi en faisant en sorte que les équipes de gestion chez nous soient alignées totalement avec ces impacts. Et comment on le fait? Typiquement, ce qu'on appelle le carried interest, donc la commission de surperformance qui revient à l'équipe de gestion. Tu vois, j'essaie d'éviter les anglicismes. Merci pour ceux qui connaissent moins bien. Ouais. Elle est indexée directement. Il y a entre 5 et 30% de cette commission sur chacun de nos fonds qui est indexée sur les indicateurs ESG, donc impact sociétal, impact environnemental. L'équipe de gestion est incentivée à le faire. De la même manière, ce qu'on appelle les ManPack, dont les management packages, dont les packages de rémunération des dirigeants des boîtes dans lesquelles on investit, il y a une partie des indicateurs qui est également appuyée sur des indicateurs ESG au sens large. Et puis par ailleurs, on a nous-mêmes créé un fonds de dotation. Un fonds de dotation qui vise, parce que ce n'est pas dans notre thèse, à permettre, pour être un peu global, de financer du commerce de proximité de manière non-profit, parce qu'on n'a pas vocation à en faire un investissement, et c'est alimenté par une partie de nos frais de gestion et notre caride, de commission de surperformance. Donc en fait, pour nous, la dimension ESG, c'est à la fois la prise en compte des trois dimensions que j'évoquais tout à l'heure dès le départ, dans les modèles d'affaires, et c'est en même temps pour assurer que la transition vers un nouveau modèle se passe bien, espèce de modèle qu'on tordrait un petit peu en mettant des indicateurs spécifiques pour aligner tout le monde vers ce profil de prise en compte des trois éléments de performance que sont la performance économique, sociétale, environnementale. Donc c'est comme ça qu'on agit. Alors bien sûr, ensuite, je pourrais te dire que nos fonds sont labellisés, si on prend un peu les labels ISR pour les fonds immobiliers, article 8 ou article 9 dans les fonds classiques. Tout ça, c'est vrai. Au-delà des labels, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre du concret derrière et voir comment on a un impact réel sur les dimensions sociétales et environnementales. Je participe à beaucoup de forums ou de discussions autour du capital, du capitalisme, de la conscience environnementale, de la nécessité de décarboner. Et souvent, j'entends des discours qui disent « Non, mais notre système va dans le mur, regardez là où on est aujourd'hui, ce logiciel qu'on en a ne pourra jamais se corriger et n'ira que dans le mur. Parce qu'il y a toujours cette logique quantitative du capitalisme et on est dedans et ça marche pas. » Donc, il faudrait complètement... Alors, on te dit pas ce qu'il faut faire, mais on te dit ce qu'il faut arrêter de faire. Bon. Et il y en a d'autres, je pense que visiblement tu en fais partie, et j'ai plutôt, en tout cas, cette conviction-là également, c'est que plutôt de considérer le capital comme un ennemi à abattre, juste le considérer comme un outil au service d'une révolution de notre outil de production, l'utiliser juste comme un outil et pas comme une fin en soi pour faire les choses mieux, et en tout cas les faire vite, parce que c'est déjà peut-être même trop tard, donc autant vite faire muter avec les outils qu'on a à notre dispo, plutôt que d'essayer de tout casser et peut-être de reconstruire un truc sur lequel on n'a pas de mode d'emploi, quoi. Exactement. De toute façon, j'ai envie de dire, si tu veux pouvoir financer la transition écologique ou sociétale, il faut dégager la création de richesse économique. Donc, il ne faut pas opposer les trois dimensions, mais simplement, sans doute, parfois, aménager un peu les modèles d'affaires pour être capable, ou de mesures de performance, pour être capable de tenir compte. Mais effectivement, opposer un peu bestialement, si je puis m'exprimer ainsi, le capitalisme ou le capital en tout cas, à la capacité à avoir de l'impact, je pense que c'est une erreur. Je pense même que pour être capable d'avoir de l'impact, il faut justement créer la richesse économique. C'est comme ça qu'on s'est capable d'avoir de l'impact. Après, il y a bien sûr des secteurs dans lesquels il ne faut pas investir. Il y a bien sûr des manières d'agir qui sont répréhensibles. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, il y a pas de 90% des activités économiques de l'être humain. Donc, Non, je suis assez convaincu que tu as besoin de beaucoup de moyens, pour pas parler de capital, parce que tout le monde confond tous les termes entre capital, capitalisme et autres, qu'on a besoin de beaucoup de moyens pour financer cette révolution verte. Et puis de toute façon, ceux qui nous croient pas, enfin ceux qui croient pas que toi tu es sincère dans ce que tu fais avec tes équipes, faut bien leur dire qu'une chose, c'est que tu ne pourrais pas lever d'argent si tu ne le faisais pas aujourd'hui, je pense. Donc même ça, je pense qu'aujourd'hui c'est plus dur d'aller lever de l'argent si tu ne coches pas ces cases de l'ESG, quoi. Donc ceux qui sont cyniques et qui se disent de toute façon que c'est pipeau, ben, si tu le faisais pas, tu n'aurais plus rien. De toute façon, tu aurais déjà disparu. Nous qui sommes une société de gestion relativement jeune encore, on a 3 ans d'existence maintenant, alors on commence à gérer un peu d'argent parce qu'on en gère presque 600 millions d'euros. Mais pour autant, on voit bien de toute façon, effectivement, comme tu l'évoquais, que c'est des incontournables. Tu ne peux pas, c'est pas nice to have, hein, il faut le faire.
Et à partir de là, on commence à regarder si tu fais une gestion de qualité par ailleurs. De toute façon, tu ne peux pas y échapper. Il faut juste le faire intelligemment. Il faut le faire en ayant conscience, effectivement, comme tu le disais, qu'il faut des moyens considérables pour financer ces transitions. Là, dans notre fonds infra, tu vois, on est en train de financer, on va financer notamment du fret vélique, donc du fret à voile, dans des cargos à Hmm. voile, sachant que les gens ne le savent pas souvent, mais bien plus polluant que l'avion, il y a les cargos qui circulent en bateau sur les mers, hein. On parle souvent de l'aviation, mais le carbone, il est Ouais. beaucoup véhiculé par le fret maritime. Là, il y a des gros enjeux, mais c'est des enjeux qui se comptent en centaines, voire en milliards, pour être capable de financer des transitions vers des modes hybrides de fonctionnement, énergie classique plus voile, un système d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures routes, etc., etc. Et ça, c'est du capital qu'il faut lever pour être capable de l'investir et ensuite, effectivement, dire qu'on abaisse, dans le cas d'espèce chez nous, de 60% l'impact carbone. Mais s'il n'y a pas l'argent pour financer au départ, on ne le fait pas. Donc voilà, faut pas Hmm. opposer les deux. Ouais. Ça me fait penser une petite anecdote, puisqu'on a une boîte de transport dans ma famille aussi, j'ai la SMTRT, et mon frère qui la dirige a vu un camion l'autre fois, où à l'arrière il y avait écrit, je crois que c'est un anglais, qui a toujours un bon humour anglais, qui dit ça vous agace qu'il y a un camion, arrêtez d'acheter n'importe quoi. Et du coup, qui- et du coup c'était, c'était pas mal aussi. De plus, ça m'a fait penser quand tu parlais du transport maritime qui pollue beaucoup. On a fait d'autres épisodes aussi dans Extramuros sur l'industrie textile qui pollue autant que l'industrie du transport aérien. Bon, ben, venons-en un peu à la Bretagne, du coup. Toi, tu es originaire de Brest? Écoute, moi, si je suis, oui, je suis né, je suis brestois de naissance. Ma maman, ma maman qui est née dans un petit village qui s'appelle le Relecq-Kerhuon, juste à côté de Brest, et où se D'accord. trouve d'ailleurs le siège du groupe Arkea, ce qui est un hasard Ah, total, hein. donc, Donc, il n'y a pas de hasard, alors, ok. il n'y a pas de hasard. Bon, je sais pas si, donc je ne pense pas qu'il y ait cette vision long terme à ce point-là. En tout cas, effectivement, je suis d'origine de la région, effectivement. D'ailleurs, mon prénom et mon nom le trahissent assez facilement. Ouais, on le voit assez vite. Et parce que moi, l'idée chaque fois dans Extramuros, c'est qu'on ressorte de là, on ait une compréhension un peu plus fine de l'écosystème local, en disant tiens, si demain je dois aller investir en Bretagne ou si je dois bosser avec des Bretons, quelles sont les particularités? Alors, au-delà d'avoir eu Astérix et Obélix, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'environnement d'affaires dans cette région? C'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a deux choses à dire au moins. C'est que c'est un environnement d'affaires et d'entrepreneurs remarquable. Alors bien sûr, on connaît pour beaucoup les grands capitaines d'industrie que sont les Bolloré, les Roulier, les Christian Rouleau avec Samsic, ou Louis Le Duffe avec Hmm. Brice Doré. Les gens le connaissent, qui sont des empires maintenant qui font du chiffre d'affaires en plusieurs milliards. D'aucuns oubliant d'ailleurs que, par exemple, Louis Le Duffe a commencé sa première brioche dorée à Brest, en bas de la rue Jean Jaurès, avec pratiquement rien, pour en faire un groupe qui fait 3,5 milliards de chiffre aujourd'hui. Christian Rouleau lancé Samsic depuis Rennes avec trois collaborateurs, il fait plus de 3 milliards de chiffres également aujourd'hui. Il y a tout ça, bien sûr. Il y a surtout un tissu entrepreneurial très très dense de PME, donc des boîtes qui ont des chiffres d'affaires, on va dire, compris entre 50 et 500 millions d'euros. Des très belles boîtes. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel. Et il y Mhm. a un revers de la médaille, c'est que ce sont des gens, je le dis d'autant plus que je suis moi-même Que breton, tu en fais partie, ouais. qui Donc ont tu as le quelque droit. qui vivent un peu, ouais, en tout cas j'ai le droit, en tout cas on ne me taxera pas de mes semblables, on va dire, qui vivent un peu trop cachés. C'est-à-dire que le revers de la médaille, D'accord. c'est que c'est des gens qui font des faiseurs plutôt que des diseurs, comme on dit souvent ici, et qui Mhm. pour le coup ne montrent pas assez à voir la richesse du tissu entrepreneurial. Alors ça a des bons côtés, faut pas le nier, hein, ça c'est des gens qui font beaucoup, qui avancent beaucoup. Le mauvais côté, c'est que ça ne met pas forcément toujours assez le coup de projecteur sur la région, ce qui peut avoir un impact notamment sur du fléchage d'investissement public, par exemple, hein, d'infrastructures, par exemple, de mobilité, si on veut aller par là. Et pour moi, c'est les Mhm. deux, c'est que c'est très dynamique et en même temps, c'est pas assez connu. Il y a des très belles boîtes dont je pourrais citer le nom. La Cile dans Nord Finistère qui fait 700 millions de chiffre d'affaires, qui fait notamment les York Malo, qui fait les jus de plein fruits. Trécobat qui est un pavillonneur, qui est le troisième pavillonneur français qui est basé dans une petite ville du Nord Finistère. Il y en a plein comme ça d'exemples de boîtes qui sont Verlingue, qui est un courtier d'assurance qui est basé à Quimper, qui est un groupe installé dans le monde entier. Mais c'est Mhm. des gens qui ont cette qualité d'entreprendre beaucoup, mais de pas trop dire. Encore une fois, c'est une qualité. L'inconvénient, c'est que si tu veux attirer des talents en région, bah, tu montres pas assez ce que Mhm. tu es. Tu peux avoir des gens, j'ai eu ça pendant très longtemps, hein, quand j'avais un petit camarade de jeu après l'école, qui me disait, mais on voudrait bien travailler en région, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Grand Ouest? Il n'y a pas grand-chose. C'est pas vrai, mais Mhm. ça n'est pas assez. Voilà. Ouais. Et c'était ma question justement sur les talents. Quand tu sais pas trop, il y a quand même du coup, une production locale, si je peux m'exprimer ainsi, d'universités, d'écoles qui font que les Bretons attachés à leur région restent là et où maintenant tu arrives à attirer. En fait, on arrive très bien. Alors, il y a un mouvement de fond qui est assez incroyable. Ça, nous, on a créé Popé Gestion, par exemple, je donne cet exemple, il y a 3 ans.
On est 30 aujourd'hui, on était 3-4, on est 30. On a attiré des talents incroyables, je le dis dans la boîte, qui sont des gens qui recherchent à la fois aujourd'hui, post-Covid sans doute, hein, parce que c'est un accélérateur, des projets entrepreneuriaux dans des boîtes plus petites, qui recherchent cette dimension régionale, qui en ont marre, entre guillemets, ce que je ne critique pas, absolument pas, qui en ont marre de vivre dans les grandes villes, qui veulent trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, et qui pour autant ne veulent pas renoncer à un projet professionnel ambitieux. Donc nous, on a recruté plein de monde. Je te donne un exemple. Notre directeur de notre fonds infrastructure, le premier qu'on a embauché, c'est quelqu'un qui vient de chez Meridiam, donc qui est quand même un des grands faiseurs français en la matière, qui a fait une carrière remarquable et qui simplement voulait trouver un projet plutôt en région et un projet plutôt entrepreneurial. On l'a embauché via un post LinkedIn. On avait eu 100 candidatures sur ce post LinkedIn pour ce job. Et la même manière, notre patron de l'équipe immobilière, c'est quelqu'un qui est vanté d'origine, qui a fait ses études à l'ESSEC, qui a bossé chez un grand assureur pendant une dizaine d'années, mais qui voulait retrouver quelque part une dimension plus entrepreneuriale, là aussi régionale, et donc qui a rejoint le projet. Alors en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je te le dirais même différemment, c'est-à-dire que quand moi je suis sorti de l'école il y a quelques années maintenant, il y a 25 ans, mes camarades de promo trouvaient que c'était très original que d'aller travailler en région. C'était une manière pudique de dire que c'était vraiment bizarre. Aujourd'hui, c'est presque avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de j'ai tout compris de la vie, je m'installe en région et pourtant je fais de l'entrepreneuriat. Je le dis en souriant, mais je pense qu'il y a peut-être, je crois que les nouvelles générations sont plus comme ça. Il y a l'idée de ne pas opposer la qualité de sa vie perso et l'idée de faire un grand projet professionnel. Et donc l'idée de dire que tout ne se passe pas forcément à Paris, à Lyon, à Marseille, ou en tout cas dans les grandes villes, et qu'on peut faire des choses également dans des endroits un peu plus petits. Le web d'ailleurs est dans beaucoup pour ça, hein, ça franchit totalement des distances. Et ça, nous on le voit de plus en plus. Alors il faut rester bien connecté aux écosystèmes des grandes métropoles, hein, malgré tout. Mais si tu es capable de faire ça, donc c'est ce qu'on essaie de bien faire par ailleurs, tu peux attirer des talents sans ton problème. Je confirme que quand j'ai annoncé que je quittais un grand fonds d'investissement à Paris pour aller vivre à Marseille il y a plus de 10 ans, ça en a surpris quelques-uns. Surtout qu'il y avait l'image de Marseille il y a 10 ans n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Et puis on a fait notre épisode avec Ville Vivante où il nous a bien expliqué la dynamique des régions en général, mais aussi des villes côtières, en tout cas au bord de l'eau, ce qui est... je ne suis pas un spécialiste de Brest, ce qui est le cas. Est-ce que ce dynamisme, on l'a aussi au milieu des terres bretonnes, parce que tu décris un vrai écosystème très très dynamique? Oui, alors en fait, il y a deux sujets qu'on connaît, dont on a toujours tendance à affubler le Grand Ouest, qui sont l'agroalimentaire et puis le maritime. Alors c'est vrai que c'est deux secteurs très importants. Il se passe beaucoup de choses sur ces deux secteurs. Mais il y a quelques autres secteurs un peu moins connus qui marchent plutôt assez fort. Historiquement, tout ce qui est télécom, du fait du Ladion, le CNET à une époque, est un secteur qui est assez dynamique. La cybersécurité sur Rennes est un secteur qui marche fort. Le secteur financier également, et notamment parce qu'il y a un acteur important qui a ses centres de décision en région, le groupe Arkea, pas le nommer, qui draine beaucoup d'acteurs, notamment dans la fintech. Donc en fait, il y a pas mal de... Je n'aime pas trop cataloguer les secteurs typiques qui marcheraient dans cette région. Encore une fois, il y a les deux éléments que j'évoquais qui sont des marqueurs assez forts. Et je crois encore et surtout que c'est une terre d'entrepreneurs capables de développer à peu près n'importe quel type de métier, parce que maintenant les conditions sont réunies pour le faire de manière beaucoup plus simple qu'avant. Parce qu'on peut créer une boîte... Fortunio, par exemple, le siège de Fortunio Bank est à 200 mètres à peu près de l'endroit où je me trouve aujourd'hui, à Brest, et personne ne sait. Et c'est une boîte qui s'affranchit des distances parce que Internet fait que c'est facile. Bien sûr. Et qui 250 personnes basées juste à côté de moi. Donc en fait, c'est plus le marqueur, à mon avis, n'est plus tellement le secteur, c'est plutôt est-ce que tu as un terreau fertile avec des entrepreneurs dynamiques, est-ce que tu as les infrastructures qui permettent le développement de boîtes dans la durée, est-ce que tu as des financeurs pour le faire également, est-ce que tu as des financeurs en capital pour accompagner la croissance des boîtes, puisque toi et moi, on l'a bien en tête, hein, il y a encore quelques mois, puisqu'on en parle moins maintenant, si tu étais une start-up qui ne levait pas 100 millions d'euros minimum, tu n'existais pas. J'ai envie de dire, quelle PME aujourd'hui, quelle est la PME qui en région arrive à lever 10, 20, 30, 40 millions d'euros, alors que parfois, pour créer des champions, on voit bien de champions en région, un peu la mode de ce que les autres ont su faire, c'est ce qu'il faut être capable de faire. Donc je pense que le vrai sujet du développement des régions, quelles qu'elles soient, et c'est vrai de cette région du Grand Ouest, c'est identifier des filières sur lesquelles on a des vrais savoir-faire, plus avoir les entrepreneurs de talent, et derrière être capable de flécher du capital et des infrastructures à niveau pour qu'ils puissent se développer. Et à partir de là, tu fais des choses incroyables. C'est quoi le ticket minimum que vous mettez, vous? Nous, aujourd'hui, sur le fonds de CapDev, donc le fonds PME, on met des tickets entre 2 et 3 millions d'euros primo-investissement et on va jusqu'à 20 millions d'euros en réinvest. Sur le fonds de VC, le fonds de Venture Capital, c'est plus petit hein, parce qu'on est là en phase, dans les toutes premières phases. Donc, on va être capable d'investir entre 200 000 et 1 million au premier tour. On est capable de réinvestir entre 3 et 5 millions d'euros pour finir.
Et là, tu vois, on Ouais. réfléchit par exemple à des véhicules qui vont être capables d'accompagner des boîtes à des stades de maturité plus importants, donc des tickets Mhm. de 10, 20, 30 millions d'euros. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin pour créer ces champions en région. Nous, quelque part, notre rêve, je disais tout à l'heure qu'on veut le one-stop shop des boîtes dans le Grand Ouest, donc être la Mhm. solution qui apporte du capital et la dette demain, pourquoi pas, pour l'ensemble des entreprises présentes sur ce territoire, c'est d'être capable de faire émerger demain, je parle d'Entech ou de Leroy, un grand champion un peu à la mode de ce qu'on a pu voir avec les Rouillés, les Leduf et les autres, avec des centres de décision en région, donc des gens qui vivent autour de ces boîtes, des écosystèmes dynamiques et donc qui drainent par définition plus de financement, plus de fléchage d'argent public également, bref, qui font un terrain de jeu dynamique. Mhm. Alors tout à l'heure, on a esquissé le sujet de la mauvaise image de certains fonds d'investissement, voire même de tous les fonds d'investissement pour certains. Est-ce que tu peux, toi, de ta position, peut-être donner des conseils aux entrepreneurs de ce qu'il faut éviter, quand est-ce qu'il ne faut pas aller voir un fonds, ou dans les fonds, qu'est-ce qu'il faut éviter Ah, il y a toujours cette image du fonds qui essaie de pressuriser les cash flows pour rembourser de la dette. Est-ce que toi, voilà, comment toi tu peux nous éclairer là-dessus? en fait, je pense qu'il y a au moins deux choses. Il y a le fait que je pense qu'il ne faut pas choisir un fonds d'investissement uniquement pour le capital qu'il peut apporter, ce que tu évoquais tout à l'heure au début de Hmm. notre discussion. Il faut voir si on a affaire à des gens qui sont capables de comprendre le business avant de rentrer dans le tableur Excel, hein. Et j'ai des exemples comme toi, j'en ai des nombreux, où on commence à discuter du troisième chiffre, du TRI, avant même d'avoir compris exactement quelle était la stratégie de l'entreprise. Tout ça Hmm. parce qu'on croit que ça ressemble à un modèle qu'on a déjà vu, on se dit super, on va faire un copycat de ce qu'on a déjà vu. Je crois qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est face à soi. Et nous, on a des exemples concrets hein, d'investissements qu'on a fait, où on a été choisi pas parce qu'on était le mieux disant sur la valo, parce que Hmm. l'entrepreneur et son équipe avaient vraiment le sentiment qu'on serait capable d'être le fameux sparring partner qu'on évoquait tout à l'heure. Donc être Ouais. capable de bien comprendre si on a face à soi des gens qui posent d'abord des questions sur la compréhension de la stratégie, du business model et de la manière dont la boîte doit grandir avant de plonger dans les chiffres. Et ça paraît évident quand on le dit, mais Hmm. Hmm. la caricature. Ça, c'est le point important. Et puis le deuxième point, je pense, c'est de se dire, d'être dans un état d'esprit où finalement, ne plus être tout seul dans son capital quand on est entrepreneur. Si on garde la majorité, si on a à côté de soi un fonds qui a les caractéristiques que j'évoquais, c'est sans doute s'allier à quelqu'un qui va être capable, on l'évoquait tout à l'heure, d'ouvrir des portes, d'aller chercher peut-être les manières d'aller faire de la croissance à l'export, c'est peut-être d'aller chercher les talents. Donc il va être un accélérateur de croissance. Et pas juste par l'argent qu'il aura apporté, mais par le savoir-faire qu'il mettra autour. Donc je pense que le vrai travail de l'entrepreneur, une fois qu'il a accepté, ou en tout cas qu'il a fait ce premier pas d'accepter de discuter avec des fonds, c'est de bien détecter qui il a face à lui. Et je pense que objectivement, ça se voit assez vite. En tout cas, moi, comme toi, j'ai un peu d'expérience sur Hmm. la matière. Tu vois assez vite à qui tu as affaire. Je ne porte pas de jugement de valeur. D'ailleurs, il faut tout pour faire un monde. Mais en tout cas, l'entrepreneur qui veut construire une belle success story, de croissance, avec une vision plutôt de capital patient à moyen terme, il a plutôt intérêt à s'allier à quelqu'un qui va d'abord effectivement comprendre qu'il est là pour 5 à 7 ans et faire tout ce qu'il faut pour accompagner cette croissance, plutôt quelqu'un qui va commencer à chercher tous les endroits, il va pressuriser tous les chiffres pour que dans 3 ans, il fasse la belle affaire, soit par le multiple des bidas, soit par les bidas, soit par les deux d'ailleurs. Hmm. Donc, effectivement, c'est tout un travail d'acculturation, de prise de connaissance, prendre le temps de voir à qui on a affaire. Et puis ensuite, bah voilà, il y a une belle aventure à mener. Nous, on a des exemples tous les jours de choses qui se passent très bien. Et c'est souvent le fruit d'un, je sais pas comment dire ça, mais de discussions qui ne durent pas quelques mois, mais quelques semaines, mais quelques mois, pendant lesquels on apprend à Ouais. se connaître. C'est hyper important. Comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon fond et le mauvais fond, quoi. Du coup. Exactement. Bah écoute, merci pour tout ça. Je suis assez convaincu. Important aussi de rappeler que un fonds vient aussi débloquer de situations où la transmission familiale n'est pas possible. Et c'est souvent le cas dans nos régions. De belles histoires familiales, 2, 3, 4e génération, pas de repreneur. Et c'est là aussi qu'un fonds peut être pertinent. Exactement. Alors ça, il y a des exemples, j'en ai plein en tête. Je ne citerai pas les noms parce que c'est pas le sujet, mais ils ont plein d'exemples de boîtes qui ont un entrepreneur à succès. Et peut-être juste après, il y en a eu un autre aussi, puis à un moment donné, soit parce que il y a 3, 4 enfants, donc ça devient compliqué d'organiser les Mm. choses de manière personnelle, soit parce que, puis ça arrive, hein, c'est la vie, il n'y a pas le même talent dans les générations qui ont suivi que dans les générations initiales. Et là, il faut organiser la recomposition du capital. Moi, j'ai quelques exemples. Encore une fois, je ne les citerai pas parce que c'est pas l'objet, mais de Oui. recomposition du capital qui ont été très bien faits avec un entrepreneur qui a réussi, avec un fonds d'investissement qui comprenait bien sa stratégie, à faire entrer un tiers et à transmettre l'entreprise progressivement, de sorte qu'il est parfois resté au sens patrimonial au capital et que donc sa Mm. famille reste avec un bout de patrimoine exposé dans l'entreprise,
mais que de manière opérationnelle, il a assuré le succès de l'entreprise pour les 20 ans qui viennent parce qu'il a transmis à quelqu'un qui est capable ou plus capable de faire de la croissance là où, sans doute, dans le giron familial, il n'y avait pas les ingrédients qu'il fallait pour construire cette stratégie de développement. Donc ça, c'est hyper important. Et quand on voit le nombre de transmissions qu'il y aura dans les années qui viennent, là, il y a un enjeu qui est assez important. On a fait la pyramide des âges, ouais. Donc, des gens capables d'accompagner ces transmissions, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Une bonne question que j'aurais oubliée, du coup. Non, je pense qu'on a brossé un panorama assez large Mm. de ce qui se fait ici. Moi, ce que je pense, en fait, sincèrement, c'est qu'on parle beaucoup de transition aujourd'hui, transition écologique, sociétale, on en a parlé. Je pense que la meilleure réponse, vraiment, et je le dis pas juste parce que c'est ce qu'on fait nous, c'est que si on arrive à déconcentrer un peu notre pays, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on arrive à créer des plaques un peu régionales dans lesquelles on crée des vrais champions en région, je Mhm. pense qu'on aura répondu à 80% des enjeux écologiques et sociétaux. Parce qu'on permettra à des gens de vivre plus près de là où ils travaillent, parce qu'on permettra de créer, entre guillemets, une forme de circuit court parfois, Ouais. parce que, bref, plein d'avantages à faire ça. Et je pense que ça, c'est un des gros drivers, à mon avis, des années qui viennent, que d'être capable de comprendre que l'apport de capital en mode décentralisé, c'est un des grands enjeux si on veut répondre à nos enjeux de société. Par ailleurs, il y a plein de grands projets qu'il faut mener, bien sûr, mais les recettes les plus simples sont parfois les meilleures. Et je pense qu'une des Ouais. meilleures recettes, c'est de financer le développement des régions. Avec du bon sens et du local. Exactement. Et important de rappeler que du coup, tu peux lever de l'argent quand tu es en région. Oui, bien sûr, on lève. Quel que soit ton stade de développement de boîte. Il y a pas de problème pour lever de l'argent en région, c'est pas un sujet, hein. Je pense qu'il faut, s'il y a des beaux projets, ils trouvent toujours du financement. C'est après, il y a des moments où le lever de l'argent est plus compliqué qu'à d'autres. Mais si tu as un projet qui fait du sens, si tu as une équipe dynamique, il n'y a pas de problème. Tu lèves de l'argent, je veux dire facilement, c'était pas le bout, mais tu enlèves assez Mhm. couramment, hein. Bon, et puis, puisque l'heure tourne et pour terminer, sur une petite question habituelle, savoir ce que tu fais pour profiter de ta région et t'aérer l'esprit. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais du vélo? Parce que pour ceux qui nous voient qui nous regardent sur YouTube, je vois que tu rends hommage à un grand cycliste de ta région. Moi, je fais du vélo, effectivement. Moi, Ouais. je suis plutôt très vélo. D'ailleurs, le week-end dernier, tu vois, parce qu'il y a une course dans le Finistère qui s'appelle le Trobroléon, qui est le Paris-Roubaix finistérien, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette course par définition. Donc, j'ai pu faire samedi dernier en avance des Pas mal. professionnels à 130 km dans les chemins boueux du Nord Finistère. Donc, c'était très sympa. Alors, moi, je fais beaucoup de vélo. Je fais 10 000 km de vélo par an, à peu près. Et Ah oui. j'en fais ici, j'en fais ailleurs, j'en fais en montagne, j'en fais en Corse, j'en fais dans cette belle région qui est la Bretagne. Et c'est ma manière à moi à la fois de décompresser et à la fois parfois de trouver des solutions aux problèmes, puisqu'il y a un phénomène physiologique que tout le monde connaît. Mm. Et à un moment donné, quand on a des nœuds dans le cerveau, chacun sa recette, mais il y a des choses qu'on aime, c'est le sport pour certains et pour d'autres, c'est autre chose, qui font que ça se dénoue tout seul. Et moi, il m'arrive parfois, en rentrant une sortie de vélo de 4 heures, d'avoir trouvé la solution à un problème que je ne trouvais pas depuis quelques jours. Donc c'est ça mon exutoire et en même temps l'endroit où je trouve parfois la solution à des problèmes complexes que je n'avais pas réussi à déboucler avant. Je te comprends grandement. Merci beaucoup. Merci Merci. Ronan. Merci, Bravo Guillaume. pour ce que tu fais pour ta belle région. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.